de documents, d'objets qui témoignent de l'histoire de l'école du XVIe siècle à nos jours. Ça, c'est pour le cadre chronologique. Le cadre géographique, le périmètre géographique du musée, c'est la France et ses anciennes colonies. Et puis enfin, il y a une deuxième échelle chronologique qui est celle de l'individu. Ce musée national de l'éducation, il s'intéresse à toutes les éducations. Alors ici, dans cette réserve, nous nous trouvons au milieu d'un ensemble de matériel didactique et pédagogique. Depuis le début du XXe siècle, et plus encore à partir des années 60-70 sur l'expérimentation par les élèves. Alors ça, les cours de physique-chimie, alors c'est des objets vraiment intéressants, ça, ces modèles en plâtre, parce que dans la perspective d'une exposition présentée en 2015 qui s'intitulait 50 ans de pédagogie par les petits écrans, et en fait, c'est ça, remettre dans le contexte. Un des prismes par lequel cette collection de jeux et jouets est régulièrement interrogée, c'est celui du genre. Oui, un petit focus sur ces modèles de botanique. Ici, ces objets très colorés que vous voyez. Donc, il s'agit de modèles de botanique créés par les établissements Ozu dans les années 1850, dans ces eaux-là. Méthode, en fait, pour fabriquer des modèles plastiques, c'est-à-dire démontables, des modèles d'anatomie humaine. Ça intéresse toujours les visiteurs. Ce sont ces fusils des bataillons scolaires. C'est la réserve, on peut avancer. De pupitres qui étaient utilisés dans ce qu'on appelait l'enseignement mutuel. En termes de mobilier scolaire, il n'y a pas que des pupitres. Il y a du mobilier pour la toute petite enfance. Poupée créée par les élèves de l'école ménagère de Besançon en 1930. C'est comme ça qu'elle s'est exprimée par les élèves elles-mêmes. Un musée de l'histoire de France par le costume. Par l'aspect d'Aurélien. Ce qui fait que le Musée national de l'éducation est riche d'une collection assez importante dans ce domaine. Des lanternes magiques, dont vous voyez ici quelques exemples. Un ensemble très important dans cette histoire, et considérant aussi qu'en fait, une des ambitions de cette école de la Troisième République, c'est de parler de tout à tout le monde. Le ministère de l'Instruction publique demande au musée pédagogique de créer des séries photographiques. Donc, là, je vous en montre un exemplaire de démonstration projeté à partir de matériel proche de ce que vous voyez derrière moi. Et ces plaques de verre, elles vont être envoyées dans l'ambition de créer un cinéma pédagogique en envoyant des bobines dans les classes. Ce sont des bobines repris ensuite de manière plus simple, peut-être techniquement, à manipuler par la télévision. 30, 60, vous en avez sur tous les sujets. C'est pas de très bonne qualité technique, ça fait des visuels qui sont pas très bons, qui sont pas très beaux, qui sont pas très bons. Le même mouvement que les vues sur verre qu'on a vu tout à l'heure, un autre pédagogie par l'aspect. Vous en avez sorti quelques-uns ici pour la démonstration. On est fin 19e, on est probablement début 20e, donc calligraphié, illustré, qui nous montre à quel point les élèves de cette époque. Initiative privée, la photo de classe. C'est un monopole. C'est un quasi-monopole. Mais je voulais en particulier proposer à Agnès, à Fanny et à Benoît de venir à mes côtés quelques instants parce que cette journée, elle est un petit peu particulière puisque Agnès, début avril, partira vers de nouvelles aventures. Donc c'est son dernier rendez-vous des pros. Donc voilà, je pense qu'il va falloir vraiment l'applaudir et la remercier puisqu'on est très contente avec Fanny que ce dernier rendez-vous soit ce rendez-vous mémoire. Fanny qui va venir avec nous, Fanny Chéreau, qui est responsable donc à Normandie Images du Fonds d'aide à la création et de l'accompagnement des professionnels. Et donc Benoît qui va succéder à Agnès, puisque peut-être certains d'entre vous auront des projets de films ou de rebonds cinématographiques qui feront que vous serez en lien avec eux. On a conçu cet après-midi. Voilà, et donc on va commencer très très vite. Il y avait aussi ça. Et du coup, je l'ai intégré à mon dossier de livraison de recherche parce que je trouvais ça particulièrement intéressant. Par exemple, de quelqu'un dans l'espace public, mais qui est isolé et reconnaissable. Par exemple, un photographe dans une manifestation qui vous prend en photo, mais vous êtes vraiment tout seul. Et des années plus tard, cette personne a été, s'est reconnue et a voulu dire que son droit à l'image n'a pas été respecté. Une question, quel est le rôle justement de la délégation de l'INA par rapport à nous qui sommes sur le territoire? Donc nous, pour le moment, sur notre base de données documentaires, on a indexé autour de 23 000 œuvres, son et images confondues. Et on fait, je n'ai pas une quantité par année, mais pour tout ce qui est en complément, mais donc
Et depuis toute cette période-là, on a donc élaboré toute une chaîne de travail pour mettre à disposition ces images. Hommage à Jean-Claude Guézenec qui avait eu cette idée vraiment très novatrice et très visionnaire de créer ce fonds d'archives. Elle nous raconte une histoire à la fois individuelle et collective, notre histoire. L'intérêt de ces archives amateurs, il est essentiellement documentaire. Ça me renseigne sur une époque. Dans les images d'archives, il n'y a pas d'actorat, il n'y a souvent pas de mise en scène. D'ailleurs, c'est souvent pas filmé pour être montré à d'autres, en tout cas au-delà du cercle familial. Des films que l'on retrouve quelquefois dans des greniers, dans des boîtes à chaussures, dans des caves.